Alors, j'ai publié ce matin c'est un film court, mais qui m'est cher, parce qu'il s'agit d'un texte, moi, que j'ai fait la lecture le 15 juin, et je le faisais attendre, euh, parce qu'il y a eu tellement autre chose. C'est une valeur sûre, un texte bien établi, mais par concours de circonstances, c'était toujours sous mes yeux, mais effectivement, je ne le corrigeais pas, mais j'ai fait, dans une circonstance assez spéciale, j'avais fait une lecture dans un café qui s'appelle Nazende, que j'ai cherché beaucoup pendant des mois, l'emplacement. C'est une histoire de surréalisme, vous savez, chasse aux sorcières. Toujours, je cherchais en fait des machines à coudre du siècle dernier à la main, au pied. Voilà, tout ce qui reste, c'est devient l'Antiquité, effectivement. J'aime bien ce genre de machine que je photographie, mais je voulais posséder au moins un, alors que ma mère en est déjà un, mais pas assez ancien, effectivement. C'est pas Köhler, c'est pas allemand, c'est Singer, oui, mais je cherchais quelque chose de plus archaïque. Donc, dans ce café qui s'est déplacé un matin, un bon matin, et je te cherchais. J'étais allé à la recherche de ce café qui était déplacé. Donc, le bâtiment était démoli, mais je me suis renseigné au bon matin auprès d'une bakery. Donc, il m'a expliqué qu'ils étaient un peu plus loin, mais il faisait chaud, j'avais d'autres choses à faire. Donc, je passais par là plusieurs fois, mais je n'ai pas trouvé, et par bonheur, le 10 juin, je trouve. J'ai fait quelques photos à l'intérieur en demandant la permission. Ça, j'ai appris enfin. J'ai demandé la permission. J'ai eu un accueil assez chaleureux. On me dit quand il dit que j'ai fait des tournages, je suis un peu barjo, philosophe ou thinker of filmmaker, quelque chose comme ça. Alors on me dit que vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Alors, je me suis assis sagement après quelques photos et j'ai commencé à ouvrir mon petit cahier et je suis tombé sur ce texte qui s'appelle Morale pour de la nonchalance jusqu'à l'insolence. C'était la dernière de série et c'était dédicacé à Éric Chaillot, un ami de Bourges et qui était antiquaire également et que j'ai eu un bon quand même moment à Bourges. Je ne connaissais pas beaucoup la province, mais la Bourges, c'est très spécial, c'est gothique. J'écrivais tout le temps sur Jacques Lefrère. J'espère que je ne me trompe pas. Il était croisade, chevalier, il a construit des cathédrales, il était le plus riche noble de Bourges. Voilà, ça devait être 12e, 13e siècle, effectivement, cathédrale de Bourges et les autres. Voilà, l'Antiquité, curiosité, surréalisme, ça fait un tout, mais mon texte est l'un des plus doux, dansant, nostalgique, comme un commencement d'un roman de Nathalie Sorot ou Marguerite Duras, donc enchanté et ondulation et retournement, pas trop de jeux de mots recherche, mais effectivement
quelques renvois philosophiques concernant l'idéal. Très très bonne dose et j'en finis toutes les séries morales avec ça parce que je serai interné hospitalisé en mai et le mois d'avril 2020 effectivement c'est une secret abyssal. Là il n'y a pas de témoignage filmique, il n'y a pas de témoignage mais effectivement impossible travail préliminaire du mois de mars 2020 et qui n'en finit pas. On est venu ici maintenant au mois de juin 2024 et dans quelques mois, j'en finis pas un seul mois de 2020 parce que je serai interne. Voilà, c'est un peu pareil. Nos États, il y a 4 ans, après 4 ans, bon, c'était le premier versant des choses. Alors, deuxième versant, en ce qui concerne les circonstances, avant de venir à des choses sérieuses, on continue doucement et c'est ça de la douceur du cosmos bientôt. Une courbure et des ondulations, des plissements de notre temporalité et justement spatio-temporalité et changement de notre conception, non pas seulement du temps, mais de l'espace sur lequel on se complète tellement. En fait, c'est notre terrain et le plus solide garant de notre stabilité, malgré qu'on a quelques difficultés avec les lois de la gravitation, moi en nature, sous la pente, dans la verdure, tout tombe, rien n'est stable, tout bouge, la nature, c'est pas parfaite, mais c'est attiré par cette imperfection qui se développe, qui change en chaque saison, effectivement. Il y a 2 jours, j'étais donc dans une église orthodoxe c'est pas à Stéphanos, à Grand Savail. Donc, je suis entré par la porte de Eric Capeux. Justement, son nom, c'est déjà révélateur, révélatrice. La porte révélatrice, Eric Capeux. Eric veut dire courbure. Donc, ce qui n'est pas droite. Donc, ce qui a une dérivation. J'ai photographié, il n'y avait aucune dérivation, il n'y avait qu'une pente. C'est normal à Istanbul. Donc, c'est la première fois que je traversais la porte Eric Capeux. Il s'agit, quand je dis porte, effectivement, la porte nombreuses, mais quand même limitées, des murailles byzantines qui, on sait que l'ancienne cité d'Istanbul, donc Constantinople. Donc, dans cette église, il y avait une source d'eau que j'appelais koale, l'origine, source, jaillissant, spring. En anglais, ça tombe très bien. Spring, rafraîchissement total. Comme j'ai promis publiquement, je me promène dès lors à partir de ce moment-là. Avec cette petite bouteille d'échantillon qu'on distribue par bénévolat, bien sûr, pour l'eau bénite. Donc j'ai bu ce jour-là mon eau bénite et j'étais en quelque sorte dans une sorte de puits. Et le fond duquel c'était invisible mais éclairé avec une lumière verdâtre et tout. Aujourd'hui, à l'instant même, je suis face à une happe
de Magnolia. Magnolia. C'est dans le café de... Et je vais manger une petite pudding qui s'appelle Magnolia. Bon, pas d'importance. Il s'agit d'une arbre de donc Magnolia classée par la municipalité parce que notre grand chanteur des chansons classiques ottomans modernes qui lui-même était compositeur, Zeki Müren, avait donc composé une chanson qui s'appelait Mon Magnolia. Magnolia en 1955. Donc il a gagné un prix de disque d'or, quelque chose comme ça. Tout est écrit là. Donc quel est le rapport? Rapport circonstanciel bien sûr, rapport sans rapport comme toujours, rapport recherché. Alors, cet arbre est conservé depuis donc au moins 1955, mais l'emplacement est modernisé d'une énormité ineffable, c'est-à-dire que au-dessous de l'arbre, il n'y a pas un puits, mais il y a un énorme parking souterrain. Mais par bonheur, il y a deux ouvertures grillées sous l'arbre qui montrent parking et qui sert à une certaine aération de parking souterrain. Donc, il s'agit d'une caverne, un tonneau, il s'agit d'une possible parloir. Pour moi, l'acoustique devrait être fantastique, mais je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas me réfugier dans un parking en pleine journée. Là, il y a beaucoup d'entrées et sorties, c'est pas très sécure. Donc, par l'insécurité du territoire, à cause de cette insécurité de territoire, oui, de la territoire, c'est le titre du livre de Paul Virilio, vous savez. Alors, j'ai choisi à 5 mètres plus loin et m'installer confortablement dans un café, donc une grande chaîne américaine des hamburgers. Voilà. Circonstance est finie. Je suis au bord du tonneau, au bord du caverne, au bord d'une aéasement, au bord d'une source qui est complètement desséchée. Vous avez compris le problème. Maintenant, on va sauter vers l'espace, cosmologie. Ce n'est pas seulement des idées, effectivement, ce sont des expériences de pensée, mais depuis Maxwell et Raymond Einstein, on est toujours dans les mathématiques combinatoires et des déclinaisons, conjugaisons, des univers parallèles compossibles ou incompossibles, donc dans l'ère de Leibniz. J'ai un très beau livre que ce matin j'ai pris avec moi. Ça s'appelle La poésie de l'univers, écrit par un astrophysicien, Robert Hosserman, et publié, traduit par les académies des sciences turques. Voilà, et avec les schèmes de cercles, des triangles et des hexagones, octogones. Je suis enchanté, j'ai des nouvelles à vous donner. Alors, si je me suis résolu à parler de l'espace riemannienne,
Et j'ai eu la connaissance, non pas première fois, parce que le contenu je connais avec mes lectures de Heisenberg, mais avant de devenir un lecteur de philosophie ou adepte de la poésie, j'étais un lecteur de Werner Heisenberg. Donc je connais le contenu, mais effectivement, quelle est la véritable contribution à l'astrophysique ou à la physique moderne de Riemann en ce qui concerne sa projection d'espace. Effectivement, j'ai rafraîchi mes lectures, mais dans le domaine de la philosophie et de la littérature, si vous voulez, et j'avais une référence quand même redoutable, inexorable, inévitable, c'est Maurice Blanchot dans l'Entretien infini, avec consacré dans la partie, donc dans les premières parties de son livre, disons, chapitre intitulé de l'Entretien infini, l'interruption. Entre parenthèses, le titre portait un sous-titre comme sur une surface de Riemann. Alors qu'il ne parlait pas de l'astrophysique, ni de la physique, ni de l'espace spécialement, ni ouvrir un débat sur la conception de notre temps, mais il parlait, en étant fidèle à son grand titre, Entretien infini, il parlait d'un contexte tout d'abord langagière, c'était de l'instance langagière, et bien sûr entretien, disons, conversation. Donc ça se passe entre au moins deux personnes, si ce n'est pas un soliloque. Donc on est dans ce texte, dans l'élément du langage. S'il y a une ouverture vers une nouvelle conception de l'espace et du temps, sûrement, à mon avis, passerait d'abord par cette réflexion plurielle sur les cas multiples de l'intersubjectivité, c'est-à-dire des rapports sans rapport en multiples façons. Il n'y a pas un seul genre de rapport entre les humains, entre les gens intelligents qui se communiquent, non pas en se touchant, pas toujours, mais avec un champ d'abord perspectif, avec un champ, donc champ au sens physique du terme, mais au sens de Sartre. Là, il utilise dans l'être et le néant, n'est-ce pas, champ d'autrui. C'est fantastique comme titre, champ. C'est comme un magnétisme, un galvanisme, une attirance ou répulsion. Une attraction, une répulsion est déjà connue dans les lexiques kantiens et Kant cite en ce qui concerne sûrement, enfin, ne serait-ce que la couleur, une théorie d'onde, donc un magnétisme, disons, champ magnétique. Voilà, c'est déjà trop dit. Blanchot ne cite même pas Euler, mais dans le titre, seulement dans le titre, il cite le nombre de surfaces riemanniennes. Donc, on est dans l'élément de la parole pour commencer en tant que philosophe, pour participer à cette discussion du renouvellement des conceptions et des modélisations dans le domaine astrophysique, donc dans la compréhension du cosmos, dans le développement de nos idées cosmologiques. Nous sommes
comme point de départ, nous ne sommes pas dans le cogito, mais dans l'élément de rapport et dans l'élément langagier. Voilà, c'est très important pour nous. Donc, quelque part, quand même, on fait une petite pas de rétention. Pourquoi nous avons fait 2 pas en disant que première version, deuxième version, les concours de circonstances comme champ magnétique, pourquoi c'est important, j'espère que vous avez compris. Avec leitmotiv ou métaphore monadique, comme tonneau ou caverne platonicien qui précède bien Platon, les 7 dormants, etc. Tout ça, c'est pour aller à l'astrophysique, c'est-à-dire que nous sommes dans cette portion de l'univers condamnée à une certaine visibilité, comme Leibniz a très bien exprimé, une portion seulement pour nous clair et distinct, c'est-à-dire nous ne pouvons voir qu'un certain angle de l'univers. Donc l'univers visible est limité. L'univers elle-même limité est elle-même, pour dire d'avance, a un caractère limité, fini, non pas Ewigkeit, mais limité. Fini, illimité, pardon. Voilà. Illimité, c'est un symbole, c'est une contradiction assigner une limite à l'espace, parce que l'espace, par définition, ce sont des limites, l'encroisement des limites, limites intérieures, limites extérieures, ce que veut dire cette expression latine, partes extra partes, que Jean-Luc Nancy utilisait très justement. Partes extra partes, ça finit et ça recommence, ça finit, ça recommence. Ce sont des champs, ce sont des segmentarisations, c'est notre condition de finitude qui n'en finit pas jusqu'à la mort. Au-delà, nous ne connaissons pas, etc. Mais pour rester dans l'espace, nous sommes toujours dans notre privilégié ou non, on ne sait pas, dans notre point de vue. Un point final. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on a bien fait de revenir, de nous décider avec la Renaissance dans une représentation à l'échelle humaine, donc à la perspective. Nous obéissons à partir de la Renaissance à un point de vue qui obéit aux conditions de la finitude humaine et olfactif, perceptif, et nous nous enchantons, disons, par le baroque qui viendra ensuite encore plus obscurcissant nos ténèbres et voilà. Auparavant, c'était tout est à la manière de Timaeus, de Platon, composé de triangles. C'est un sujet extraordinaire que je me suis réveillé, disons, à l'hypothèse de Pythagore concernant triangle et à Thalès, avec un film documentaire dans lequel Michel Serres personnellement intervenait. Là, effectivement, une pensée cristalline s'est faite. On a presque tout compris. Pourquoi les gens ils étaient obligés d'inventer
le problème de triangle. Deux personnes qui sollicitent, suggèrent, qui interrogent, qui surveillent une troisième point inconnu, c'est-à-dire X. Voilà, deux connus, c'est-à-dire moi et toi, deux amis, et un ami ou un étranger, une troisième tierce, c'est la coordinate. Calcul de coordinates, distance, longueur, vérificabilité et l'espoir ou l'attente et de décision s'il s'agit d'un ami ou d'une ennemie. S'il faut s'armer ou désarmer. Oh, voilà somnum de l'explication profonde, phénoménologique, humainement phénoménologique, tel qu'il nous apparaît dans son Erscheinung, dans son apparaître, dans son essence, dans son être. C'est pourquoi nous sommes condamnés et enchantés, comme Thalès lui-même, de cette équation de triangle qui commence tout, avec lequel tout commence, tous les polyèdres et ensuite les cercles se construisent et on a une vision du monde à peu près calculable et dans son premier lancé, disons, fondamentalement qualitatif et qui nous oblige à en faire des quantitatifs. Quoi que dise Hegel, c'est-à-dire la catégorie de quantité soit première, oui, je suis d'accord parce que quand il y a une trame dans l'un qui se fait deux, qui se divise ou qui devient face à face, il y a une dramatisation de l'un, d'un chiffre, il y a une essence immédiate de la qualitativement dramatisation guerrière ou amicale. Peu importe, il y a un contexte, il y a une atmosphère, il y a un magnétisme, il y a un tissu, il y a une écriture, il y a des petites, disons, des dérivations, c'est-à-dire un changement qualitatif, prise de position l'un par rapport à l'autre, une communication, donc une conversation et une notation et donc une écriture et un calcul, donc tout est quantitativement qualitatif dès le départ du drame. Donc quand on dit le drame, si on ajoute entre guillemets des qualités à leurs affaires, à eux, aux mathématiciens spéculatifs dans l'élément de pensée, et qu'ils spéculent, il devient un peu peureux. Et bien sûr, ils ont raison. Et l'imagination excessive y ajoutera toutes sortes de martiens, etc. Donc, on n'a pas commencé, c'est pas notre affaire, de la distance et calcul de distance en mouvement des corps célestes et des corps artificiellement célestes, c'est-à-dire des satellites ou des roquettes. C'est pas notre domaine, mais il s'agit des entités plus ou moins définissable, n'est-ce pas? On est dans le domaine de corps, corporalité et constitution des corps, soit naturellement projetés, soit injectés de manière artificielle par quelques Dyson pour vérifier ou calculer. Voilà. Donc, soit créé
les artificiels sont créés et les autres, disons, non créés, projetés comme des projectiles. Et quand nous nous intéressons plutôt au rapport intersubjectif, et nous appelons à ce moment-là les sujets non pas comme des atomes, mais des subjectiles, comme des projectiles. Et c'est parce qu'ils ne sont pas capables de connaître leur constitution pleinement dans leur individualité, dans leur temporalité, et même dans la temporalité archaïque ou anarchique qu'on peut appeler leur génome, c'est-à-dire DNA, une crypte. Nous sommes issus d'une crypte que nous ne connaissons pas par notre appréhension immédiate ni par cogitation, mais à travers par une série d'artifices à l'aide des sciences expérimentales, donc qu'on appelle ingénierie des gènes, je crois. Génome, la science de génome. Ce que je veux dire, les projectiles ne se choquent pas, ne se touchent pas foncièrement, pas spécialement, pas nécessairement, mais ils entrent dans le champ magnétique de l'un à l'autre, soit qu'ils connaissent ou pas, qui se familiarisent ou qui se rejettent par une répulsion, par une allergie, altérité. Le mot allergie est utilisé par la philosophie intersubjective de Lévinas. Même une réaction épidermique, n'est-ce pas, effectivement, sans entrer à l'intériorité d'un corps, une allergie épidermique, il est un nom peut-être plus raffiné que ça, ça va m'arriver. Voilà. Toutes les expressions qui incluent le mot la peau, mal à peau, être bien dans sa peau, voilà, c'est important. Ça renvoie à l'épiderme, c'est-à-dire à la surface de corps sensible ou insensible, justement. Je fais même des films sur le front insensible de la sensibilité et en renvoyant bien sûr à Kant, ce qu'on appelle esthétique transcendantale, c'est justement ce qu'on ne peut pas sentir et expliquer d'une manière transcendantale la chimie physique de aesthésie, c'est-à-dire sensibilité, chez Kant. D'où vient cette expérience de pensée qui nous permet de nous placer dans un champ transcendantal d'explication, seulement modus explicandum qui est transcendantal. Autrement, Kant n'accepte nullement un champ transcendantal, mais seulement la méthodologie qui est transcendantale. Ça peut parfaitement exister, mais un champ ou une entité transcendante, mais on ne peut pas parler, on n'a pas encore de moyens instruments dans nos métaphysiques pour en parler plausiblement. On peut tomber, au risque de tomber dans les antinomies, on peut en parler. Donc, il faut prendre des risques pour parler des idées cosmologiques et revoir le statut de l'espace et du temps. Bon. Donc, ces entités qui sont enfermées dans leur caverne, qui ont une ouverture, une petite ouverture relative, qui ne sont pas identiques l'un à l'autre, aucun atome monade n'est pas identique, et ils ne sont pas
Donc, ils ont une ressemblance parce qu'ils recoupent et leur champ d'ouverture se recoupe. Mais qui va faire le calcul de cette portion commune dans cette découpage géométrique? Personne. Sauf dans l'ouverture, bien sûr, pourquoi pas des champs perspectifs, mais plutôt quand on parle. Oui, c'est difficile. Malheureusement, nous ne chantons pas tous les jours, tout instant. C'est pas seulement par la tonalité de notre voix qu'on peut nous deviner dans nos affections. Il y a un long apprentissage des langues différentes. C'est notre malheur redoublé. Je me demande si chaque champ magnétique des sphères, voilà, au sens néoplatonicien du terme, des sphères, disons angéliques, pour ne citer que la tradition, il y a une différence des champs perspectifs et d'audibilité entre les sphères angéliques, qui ne sont pas uniques, qui se englobent l'un à l'autre, comme chez Dante, dans sa comédie divine. Pourquoi ces comédies? J'espère que c'est pas risible. Si on trouve quelques points risibles, alors ce sera la même chose. Il faut lire à chaque construction philosophique, pourquoi pas physique. mais la coûte, voilà. L'univers de Melakut, ça existe dans la soufie, dans le néoplatonisme et dans la hypostase ou dans l'ascension de prophètes, surtout sa thématisation dans le contexte, cette fois-ci uniquement religieux, mais historiquement, en ce qui concerne des révélations uniquement historiquement révélées. Qu'est-ce que ça veut dire? En historiquement révélé, c'est le cosmos, c'est notre état d'être jeté, Befindlichkeit, le statut où nous nous trouvons à un instant, dans un moment d'un projectile, d'une trajet. Bien sûr, on ne sait pas où aller, sauf savoir certain de mort, mais on ne sait pas d'où vient, on ne sait pas d'où on va, quel est notre commencement, s'il y a un coup de lance comme moteur premier, alors est-ce que ça peut s'arrêter artificiellement, etc. Donc, un petit point de différent entre Aristote et Newton au niveau seulement mésentente grammaticale, une construction de phrase autrement qui revient au même. Et c'est ça peut-être la grande réussite de non travaillé, non développé, de vraiment. Il est relativiste sans nommer le nom, mais un relativisme extraordinaire et qui me fait frémir quand même, que je vais aller tout droite. Je vais courir aller tout droite dans une clinamen qui va me retomber toujours dans la même place, c'est osne, c'est-à-dire comme nom.
c'est-à-dire que comme s'il n'y avait pas une différence entre les sphères, toutes les sphères font le même calcul, mais dans une intensité, dans une torsion différente, ils s'expriment autrement. Mais finalement, s'ils existent des autres univers possibles, compossibles ou incompossibles avec le nôtre, une fois qu'on suppose mathématiquement ou dans la pensée leur existence, ils devraient obéir à certaines lois mathématiques, c'est-à-dire un certain algorithme, plusieurs choix possibles, c'est-à-dire on peut recouper les lois communes, et il est possible que autre loi qui soit en vigueur physiquement et par conséquent spirituellement et dans le niveau de communication et d'actualisation de toutes choses différents. Soit même, soit différent, soit un peu différent, soit radicalement différent. Dès qu'on commence à le supposer que nous avons le droit, il y a un problème de communication, et c'est à résoudre. C'est un problème physique, mais avant tout langagier, avant tout formulation, c'est-à-dire langagier encore une fois. Donc il s'agit d'une conversation ou pas, manière de converser, manière d'écrire son roman, son drame, pour attendre une réponse, une possible réponse dans toute son impossibilité. Le mot dissymétrie, le mot disjonctif comme catégorie, c'est utile, et comme nous travaillons quand même depuis des mois et depuis des années et depuis des siècles, parce qu'il s'agit des jugements disjonctifs et de synthèse passive ou pas, ou celle avec son conscience intime du temps, qui a quand même changé d'abord notre conception de temporalité et ensuite plus lentement notre concept d'espace, strié ou lisse ou distendu ou détendu ou voilà. Les enfants des guerres, Polemos, révèlent des choses. Socrate, qu'est-ce qu'il disait dans l'un des dialogues? Alors montrez-moi tous ces concepts en guerre, comme si une cité faisait avec une autre cité une guerre, et tout ce soit manifeste dans ce mouvement kinésiste. C'est de là que la cinématographie prend ses ressources. C'était le début de Timaeus, je crois. Merci bien. Effectivement, les scientifiques, bien qu'ils sont très brillants, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Par exemple, Newton, en fait, avec son polémique Aristote, il faut dire, on peut rejeter cette hypothèse hyperbolique de premier moteur, mais c'est une hypothèse passagère, enfin, pour prévoir un mouvement. Et la fin du mouvement, c'est l'absence possible d'un premier moteur. Alors que Newton progresse dans ce domaine, et il dit que si on parle des corps sous-lunaires, alors il y aura un frottement, une résistance, une contre-force au mouvement des corps. Voilà, s'il n'y a pas des obstacles, là il ne comprend pas la signification du mot obstacle,
Il ne comprend qu'au niveau corporel, c'est juste. Effectivement, s'il n'y a pas d'obstacle, il peut aller jusqu'à l'infini. C'est une manière de parler. Quel infini? De quoi parlons-nous? Ça peut continuer dans son spatialité, dans sa temporalité à lui propre, s'il n'y avait pas une altérité, s'il n'y avait pas un obstacle, voilà, il pourrait s'exprimer dans son expérience de pensée comme ça. Pourquoi mélanger les cœurs? S'il veut calculer la masse et vitesse durée, c'est autre chose. En usant des mathématiques, on peut faire mécanique, c'est ça. D'ailleurs, se plaignait, cher Descartes. Alors, le mot obstacle, tout d'abord, scandaleux. Scandaleux. Et il ne s'agit pas des astres, mais d'une spiritualité, une bios, voilà, il faut dire bios theoretikos, pourquoi pas, n'est-ce pas, Aristote. Et chez l'homme, bios theoretikos, la vie théorique de l'homme pensant qui essaie de retourner sur ses pensées et en acte, dans une corporité, donc dans une intersubjectivité, et dans l'élément langagier, donc dans la praxis. Alors, qu'est-ce qu'il disait Aristote que Newton n'en a jamais aperçu? C'est praxis, donc c'est simplement prioritaire, non pas de Dieu, non pas de premier moteur, mais praxis. Fini, efforcé, fatigué de l'homme qu'on appelait énergia, oui, qui précédait toutes sortes de dynamismes. Il frayait le chemin. Mais dans le corps, je me demande, dans le corps céleste, ultra-céleste, dans des autres sphères, y a-t-il cette capacité de précéder sa capacité? Donc un surdépassement. S'il surdépasse comme l'histoire de l'humanité, qui a eu tant de difficultés de venir à Riemann et ensuite à la personne d'Einstein, Heisenberg, Maxwell et les autres, avec tant de difficultés de démarche, y compris instruments d'observation, c'est complètement fait partie de la révélation de l'humain à lui-même. Si vous voulez, à Dieu, c'est équivoque, das Gleiche. Si vous parlez, quand on parle dans le soufisme ou dans les autres doctrines, trésors cachés, est-ce qu'on parle de Dieu lui-même qui voulait se montrer, ou bien c'est prophète? C'est équivoque, das Gleiche. C'est qu'un cham qui compte, c'est-à-dire émanation. Ou bien disparition ou être jeté. Voilà, je veux dire quelque chose sur quelque chose de très bizarre en ce qui concerne le plus bas catégorie dans la religiosité, dans disons moment égyptien, des juges de tout le monde, c'est-à-dire châtiment. Je ne me souviens pas de parler des récompenses
dans le hadith égyptien, mais il y a des châtiments, des chakals. C'est plutôt, ils jugent, hein. Je n'ai pas vu le châtiment, mais un jugement sévère de tout le monde. Mais en quoi consiste que je trouve très archaïque, très présomptueux, très imaginaire, d'un jugement, c'est un châtiment ou une récompense après la mort. Alors, pourquoi je change d'avis maintenant, à cet instant, dans ce contexte précis, peut-être métaphoriquement, on ne sait pas encore. Alors, si il y avait plusieurs univers, qualitativement différents, quantitativement différents, mais comme ils prétendent, la totalité de l'univers restant encore fini, mais sans borne. Très bien, très jolie idée qu'on peut, avec Gilles Deleuze, dans un autre contexte, hein, qu'on peut appeler facilement fini illimité. Très bien. Donc c'est pas un état tragique postmoderne, mais c'est l'état de conception de l'univers à la fin de, disons, XXe siècle. Alors, donc, tout est chargé d'une torsion, d'une lamentation, d'un privilège et de bassesse, comme prévu dans les atomismes de Leibniz. Alors, il y a des déchus, il y a des moins pensants, il y a des tueurs, assassins, il y a des tyrans, il y a des injustices, il y a hypocrisie, etc. Tout. Quand on dit pluralité, c'est ça. Hein. Sinon quoi? Il y a beaucoup d'atomes, du nombre innombrable. Ça ne veut rien dire. Il y a tout. Il y a tout, il y a bordel. Il y a bordel au sens propre du terme, c'est incroyable. Incroyable, à peine croyable. À peine croyable. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, s'il y avait un ordre préétabli qui ne ressemble pas à une ordre, mais un désordre plutôt, parce qu'ils sont vraiment égarés, et ils font de la guerre pour se voir comment ça se passe. Oh, c'est très bien, Waterloo. 11 heures de guerre, et on change, on partage l'Europe et le reste du monde. Très bien. Anglais, français, prussien. Très, très comique, vraiment. C'est très juste titre comédie divine. Alors, c'est vrai que dans ces états des choses qui connaissent un certain concours de circonstances, parce que le corps doit faire de temps en temps des chocs, des résistances, des mécompréhensions, mésententes, des coups de foudre, amour, romanesque, mal fini, prévu dès le départ, la déchéance, etc., etc., etc. Alors, à tout ça, il y a un prix, hein. Il y aura un prix, c'est impossible de penser autrement. Impossible. Il y a un prix à payer, salaire. Mais pendant qu'on est en vie, on paye d'ailleurs salaire de cet enfermement, de cette finitude illimitée. On paye, c'est ça, un grand châtiment, constitution corporelle ou capacité intellectuelle d'une personne, c'est son malheur à la fois, c'est son cadeau à la fois. C'est ça que je parle. Je ne peux pas parler de l'au-delà, mais dans ce monde-ci, et dans les autres mondes possibles,
malheur, dès qu'on parle de finitude et de Grenze, Peres, imaginez au-delà le next au sens de neighborhood ou next door, extra partes extra, c'est ça le châtiment et c'est ça le cadeau, si vous voulez. C'est notre lieu de fête au sens de carnaval. C'est carnavalesque ma vision de l'univers, microcosme et macrocosme, tout compris, gratuite, grâce, gratuité de la grâce. Alors on peut passer maintenant rapidement à la poésie. Ce matin je me suis réveillé, j'ai rangé mes livres, j'ai dépoussiéré mes 25 ans en ruine, j'ai systématisé, j'ai classifié, j'ai ordonné ma bibliothèque, ma maison, chez soi. J'ai une belle Sein. Eh bien alors, je suis tombé, un livre de mon enseignant directeur de thèse, René Scherer, qui m'avait offert pendant sa visite. Il était venu avec son livre nouvellement paru, qui s'appelle Nourriture anarchique, avec un sous-titre encore plus intéressant. Bien sûr, il est fourriériste de souche, au sens de Fourier, qu'il est utopique socialiste, et plus il s'est évolué énormément. Oh, on a passé par le romantisme très fond allemand, toujours dans les lisières de Novalis, on s'est nourri pendant des cours des betteraves, si vous voulez, comme le raisin de chagrin. C'est ça, nourriture terrestre, et André, bien sûr. Dans l'épitaphe, je t'enseignerai non pas les nourritures terrestres, ce qui sont, moi, ma référence préférée et que j'avais révélée, c'était Kafka, les recherches d'un chien. En ce qui concerne les nourritures terrestres, c'est un point d'interrogation. D'où viennent les nourritures terrestres? Voilà une question bête de chien kafkaesque. Alors, André Gide, c'est une autre Stimmung. Il commence à son livre en citant Coran d'islam, d'où vient le titre de nourriture terrestre. Voilà, je me suis réveillé comme ça en plusieurs entrelacs, croisements, citations, le livre perdu. J'en trouve toujours pas dans deux maisons séparées. Ce petit livre que je suis en train de chercher, le songe de Descartes, un roman philosophique, complètement égaré. J'espère que je n'ai pas prêté à quelqu'un. Je ne crois pas. Je vais prêter quelqu'un, même le titre Nazım Hikmet, gros volume de les paysages de mon pays, les paysages humains de mon pays, de Nazım Hikmet, qui n'est jamais revenu, et j'ai dû racheter, bien sûr. Ne serait-ce que pour la verdure d'un pot rasé, grand peintre caché, comme on dit, inhibé, non pas frustré, inhibé
il est un grand peintre inhibé chez Nazım Hikmet. Bon, mon propos, j'ai oublié bien sûr, avec ces trop longues épitaphes, épilogues. Voilà, je me suis réveillé au Nourriture Thérèse et je vais finir avec la citation donc en apostrophant Nathanaël, je t'apprendrai la faveur, l'éclat. Voilà, fin de citation de René Chérard qui cite Nourriture Thérèse d'André Gide. Nathanaël, je t'apprendrai la faveur. Donc l'anarchisme faveur. Anarchie au sens lévinatien du terme, donc sans première moderne. Et Jean-Luc Marion, Dieu sans être. Et Luce Irigaray qui dit dans le titre de son livre un sexe qui n'en a pas un, etc. Donc vous avez compris grammaire générale et la vie. Hier dans mon enregistrement, quand je répétais le projet philosophique de Michel Foucault à partir de Gilles Deleuze, c'était quoi le mot, les choses la vie, c'est-à-dire l'histoire naturelle commence et qui devient biologie et analyse des richesses qui devient économie politique, donc toujours en liaison avec la nourriture terrestre, de quoi vivons-nous, de quoi nourrissons-nous, et enfin langage, tournant langagière, et cet être nu du langage qui nous laisse face à face avec nous, etc. Histoire de chien, kafkaesque, était déjà cité dans le contexte de la vie et de nourriture terrestre. Donc, encore fin de citation. Donc, je t'apprendrai la faveur, je t'apprendrai. J'ai oublié ma phrase, il fallait que je note. Je voulais paraphraser simplement en changeant quelques mots. Je t'apprendrai Nathanaël, je t'apprendrai la conscience intime du temps, je t'apprendrai faire un bout de chemin, Mitsein, je t'apprendrai des ontologies régionales et finalement pour couronner tout anarchiste couronné de Antonin Artaud, je t'apprendrai l'ontologie fondamentale en incandescence et je t'apprendrai Guy Debord qui écrit un livre qui s'appelle, très difficile à dire, c'est long, anagramme en latin, Ingrum consumarum in nocte. Voilà. Dans la nuit, nous consumons en se tournant dans une nuit abyssale. Voilà, nous consumons. C'est ça. Et je t'apprendrai ce que je dirais. Le cendre de Jacques Derrida, et je t'apprendrai ce que c'est Brûle tout de Jean-François Lyotard. Je t'apprendrai Ocean Gloria de Paul Celan. Tout est déjà travaillé, tout est déjà publié depuis des années. Il devrait y avoir quelque chose là-bas, Chanson Panso. Je vois vraiment des chevaliers qui sont en train de
s'attaquaient sans obstacle. Ils ont du principe d'inertie jusqu'à ce qu'un obstacle se présente. Alors, cette personne qui énonce ces mots, est-ce qu'il connaît de quoi parle? Je ne crois pas. Sancho Panza. Mais je vois une autre venue de la civilisation, trop raffinée pour être brûlée et qui a passé plusieurs incendies en incandescence. Tu sais d'où vient le mot Ateshkana que j'ai inventé, sur lequel j'ai écrit une grande œuvre alchimiste, non alchimiste, qui s'appelle, tu sais, Health Punch. Ateshkana vient de cette conflagration universelle. Seule religion à laquelle on prosterne et on déchiffre des fragments. Tu sais où cette religion a régné une époque? Moi je dirais en Afghanistan, tu dirais dans la perversion des orgies de marquis dans son château. Non, Sade Fourier et Loyola de Roland Barthes. En quelques signes, encore de Roland Barthes. Sadmon prochain de Klossowski. Rien à voir avec un certain Marcion que j'ai appris citer dans ses livres.